soir, la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh abrite le Forum Africa 2017. Au menu de cet événement de 2 jours, les entrepreneurs les plus promoteurs du continent présentent leurs activités et à des fonds d'investissement. Bientôt un parc national dans le moyen Bafing, la zone compte le plus grand nombre de chimpanzés de la sous-région ouest africaine. Le projet en étude au ministère de l'Environnement sera validé dans les jours à venir. Et puis nous irons dans un marché de Noël où des produits locaux sont exposés pour valoriser les productions du pays. Marie-Angélique Bangoura est allée sur place, témoignage en images dans ce journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ceux qui concentrent l'attention ce soir, je vous amène à Sharm el-Sheikh en Égypte où se tient une importante rencontre sur l'investissement en Afrique. Le sommet Africa 2017 réunit plusieurs personnalités politiques du monde. Le président Alpha Condé prend part aux travaux doublé de sa casquette de présidente en exercice de l'Union africaine. Suivez. Le continent africain offre aujourd'hui toutes les facilités aux investisseurs. Ainsi, lorsqu'on analyse les profits de risque des investisseurs dans le monde entier, l'Afrique est loin d'être à la traîne des autres régions du monde qui attirent, elles, de nombreux investissements. Les résultats de nos pays ne sont pas à la hauteur des opportunités que le continent est en mesure d'offrir. Il nous appartient à nous, Africains, de démontrer que de nombreuses idées fausses circulent à propos des risques d'investissement qui y aurait chez nous. Or, les récents chiffres des profils des risques des pays établis par Euromoney suggèrent que les États africains tels que le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud partagent les mêmes niveaux de risque d'Inde, la Chine, la Turquie, l'Espagne, l'Italie, le Mexique et le Portugal. De plus, le Ghana et la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, la Tunisie et le Tchad font partie des mêmes groupes de notation de risque des pays que la Russie et le Vietnam. Mieux encore, l'Afrique s'est révélée être plus rentable pour les entreprises que bien d'autres régions. La réalité du terrain confirme que le rendement annuel moyen des investissements des entreprises opérant sur le continent africain était de 65 à 70% plus élevé que celui des entreprises comparables en Chine, en Inde, en Indonésie ou au Vietnam. Une autre tendance notable alimente la question de l'investissement en Afrique. Il s'agit de la bonne nouvelle selon laquelle les investissements intra-africains sont en hausse. Cette tendance récente permet de financer des projets transfrontaliers importants dans des secteurs confrontés à des entrées majeurs comme l'énergie et les infrastructures. Ce sont des nouvelles encourageantes, en particulier parce que la connectivité et l'investissement dans des secteurs qui constituent l'épine dorsale de toute l'économie peuvent contribuer à démanteler les principaux obstacles au commerce intra-africain qui ne représente malheureusement aujourd'hui que 16% du total africain, un des taux régionaux les plus bas du monde. Compte tenu des perspectives de croissance modérée de l'économie mondiale, la concurrence en matière d'investissement est encore plus forte aujourd'hui et les conditions de marché concurrents ont encore plus d'importance pour les investisseurs potentiels. Les pays africains doivent être précis et surtout cohérents dans leur approche pour attirer les investissements. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs, permettez-moi un peu de parler de mon pays qui vient de réunir un groupe consultatif à Paris le mois dernier pour l'honneur du succès. Le gouvernement guinéen a repensé sa politique économique fondée sur ses aspirations de développement continu dans un nouveau plan national de développement économique et social. C'est pour cette raison que j'ai moi-même pris l'initiative et dans un temps très record, nous avons été assurés pour plus de 21 milliards de dollars de flux financiers pour la période du plan. Cela est considérable compte tenu des montants du passé de la taille de notre PIB. Il est encourageant de constater que des investissements substantiels dans l'infrastructure de base ont été réalisés ou sont en cours. Des efforts supplémentaires devront être orientés vers le développement des routes et des zones industrielles. La Guinée présente un potentiel agricole important et détient les plus grandes réserves de bauxite, d'or et de fer, mais ils sont encore largement sous-exploités. Autant dire que la Guinée peut offrir des perspectives concrètes aux investisseurs mondiaux.
Une étape décisive à cet égard est la finalisation du barrage de Kaleta et le projet en cours du barrage de Soapiti. La Guinée couvrira ses besoins en énergie une fois que ce barrage sera terminé et elle proposera également de s'engager créativement dans le cours énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Notre priorité désormais est de mobiliser l'investissement pour les PME, le pilier du secteur privé guinéen. Le gouvernement guinéen a identifié l'entrepreneuriat jeune comme un axe central d'une transition structurelle de réussite. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je me suis forcé tout le long de l'année à donner une place plus importante à l'Afrique sur le plan international. Nous sommes désormais des acteurs et fiers de l'être dans un monde où la jeunesse jouera un rôle majeur. À ce propos, il est bon de rappeler que l'Afrique a le plus grand réservoir de jeunes au monde et cela ne fera que s'amplifier. Il ne revient donc au gouvernement africain d'organiser cette jeunesse et de donner les moyens à l'entrepreneuriat jeune pour qu'il devienne le socle de la renaissance économique du continent. Il nous revient aussi au gouvernement africain de lever tous les obstacles à la participation d'investissement et le commerce intra-africain. Les données prévenant des sous-régions africaines justifient les relations complémentaires entre commerce et investissement. Les entrepreneurs ici présents confirmeront la justesse de ce procès. Il nous revient enfin au gouvernement africain de promouvoir les jeunes ventures entre opérateurs du continent. Ce forum est dans ce sens une grande opportunité pour construire l'Afrique économique au bénéfice de la jeunesse africaine. Mais pour cela, il est important que nous nous débarrassions de tout complexe, que nous n'associons plus le pluricentrisme qui nous font croire que le destin de l'Afrique est décidé à partir de l'Europe. Si les Africains ont confiance en eux, nous pouvons dire que l'Afrique sera non seulement l'avenir du monde pour deux raisons. En 2050, nous sommes le continent des continents les plus peuplés, donc un très grand marché. Et si nous avons la capacité de transformer nos matières premières agricoles et miniers, alors l'Afrique sera non seulement un grand marché, mais aussi l'usine du monde à la place de la Chine. Cela dépend de notre volonté, particulièrement nous les chefs d'État. Si nous perdons nos complexes et que l'Afrique parle d'une seule voix, et que les problèmes africains sont résolus par les Africains, qu'on le dise ou pas, la plupart des problèmes auxquels l'Afrique sont confrontée sont liés à l'intervention étrangère. Nous avons le cas de la Libye. Il est donc désormais extrêmement important que nous prenions notre destin en main. Ce que nous avons dit et de façon claire lors du sommet Europe-Afrique. Et nous avons été fiers parce que ce sommet est le premier sommet organisé en Afrique du Sahara. Et je félicite mon frère Alassane parce qu'il a démontré que nous sommes aussi capables d'organiser des très grands sommets que les Européens, car j'ai dit que ce sommet était mieux organisé que le dernier sommet de Bruxelles. Merci mon frère Alassane, merci. Pendant ce temps, à Alger, le ministre des Affaires étrangères rencontre les autorités publiques algériennes. Au menu des échanges, les questions d'immigration clandestine, de terrorisme, mais aussi des projets de réforme de l'Union africaine. Notre envoyé spécial est sur place. Regardons ce compte-rendu de Mahmoud Bari. Ces séries d'audiences du chef de la diplomatie guinéenne dans la capitale algérienne ont permis de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, celui de l'aménagement du territoire et de la sécurité et le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs questions ont été évoquées. Il y a beaucoup de Guinéens en situation irrégulière en Algérie. J'ai eu des entretiens avec le ministre de l'Intérieur, évidemment le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et aussi le président de l'Assemblée nationale. Ils ont tous soulevé cette question et je leur ai dit ceci. Et nous respectons les mœurs et les lois d'immigration algérienne. Cependant, nous souhaitons que, et je l'ai exigé, que l'on nous consulte, qu'on travaille avec nous. Nous avons une ambassade à Alger et on a besoin de coordonner. Les autorités algériennes ont besoin de coordonner tout cas d'expulsion avec l'ambassade.
et c'est l'ambassade qui représente la Guinée, et donc les Guinéens. Il faut que les autorités travaillent avec l'ambassade pour que d'abord on recense les Guinéens qui sont en situation irrégulière et s'il y a des cas d'expulsion, que cela se fasse dans la dignité et puis que ce soit conforme au droit humanitaire international. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a salué la présidence de la Guinée à la tête de l'Union africaine et le rôle joué par le président Alpha Condé dans l'intégration sous-régionale. Il a exhorté à une poursuite des consultations politiques dans l'intérêt des deux États membres de la Oumma islamique. C'est une relation ancienne, elle est vieille, et nous avons décidé, donc, grâce à la volonté de nos deux chefs d'État, le président Blaise Bouteflika et le président Alpha Condé, de donner une nouvelle impulsion à cette coopération. Donc, comme vous le savez, la Guinée préside l'Union africaine et à ce titre, le président Alpha Condé avait confié au président Blaise Bouteflika la mission de diriger un peu, comment dirais-je, la stratégie africaine en matière de lutte contre le terrorisme. Et à ce titre, le président avait soumis lors du dernier sommet un mémorandum sur l'approche algérienne en matière de lutte antiterroriste, que ce soit dans le domaine de la prévention, ou que ce soit dans le domaine de la lutte elle-même ou dans le domaine de la déradicalisation. Ainsi, ces séries de contacts au haut niveau ont permis de baliser le chemin pour une nouvelle coopération algéro-guinéenne. La coopération Sud-Sud se développe sur le continent. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont engagés dans cette dynamique et à Abidjan, une trentaine de cadres des grands projets travaillent avec le Bureau ivoirien d'études techniques et de développement. Un échange d'expériences selon l'esprit de la Convention cadre de coopération signée récemment entre les deux pays. Toutes les explications avec notre envoyé spécial, Mamadi Gassama. Au cours de ces dernières années, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont signé pas mal d'accords de convention cadre de coopération Sud-Sud. À l'administration de contrôle des grands projets, par exemple, les responsables veulent matérialiser cette coopération par le renforcement des capacités de ces cadres. Cette cérémonie de signature avec le Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire marque le lancement officiel de ce programme de formation continue. Cette première phase touche les ingénieurs des études, du suivi et du contrôle de l'exécution des grands projets. Cette convention cadre s'exécutera au fil du temps à travers des conventions spécifiques. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour conclure une convention spécifique qui porte sur la formation et le renforcement des capacités de 28 agents sur les 50 que nous comptons former au niveau du BNET et par le BNET. C'est donc une première étape. Et je voudrais profiter de l'occasion et au nom du président pour remercier les autorités ivoiriennes, en particulier le président de la République, le président Alassane Ouattara et son premier ministre, qui ont favorablement accueilli son appel en mettant à notre disposition, en soutenant la coopération que nous sommes en train de tisser avec le BNET. Les défis sont nombreux et l'administration de contrôle des grands projets entend les relever. Pour y parvenir, elle compte sur l'expertise de BNET, une institution qui a pour vocation d'accompagner l'État ivoirien dans la réalisation des études et le contrôle des projets d'intérêt public. Nous sommes conscients donc de la responsabilité qui nous est confiée. Et nous pouvons vous rassurer sur le fait que le BNET mettra en œuvre donc les moyens, se donnera les moyens pour s'assurer que cette formation puisse être une formation effective qui permette effectivement à vos experts de renforcer leurs capacités, de monter en compétences et donc d'aider au développement de votre pays. Bien avant la signature de cette convention cadre de formation, l'administrateur général de contrôle des grands projets a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien. Il a été surtout question du raffermissement des liens de coopération entre la Guinée et la République sœur de Côte d'Ivoire.
À l'Assemblée nationale, la session budgétaire se poursuit. Les ministres se succèdent à la tribune parlementaire pour présenter mais aussi défendre leur projet de budget sectoriel. Robert Siditolmon suit pour nous cette session. Regardons son compte-rendu. Ce sont plusieurs actions d'intérêt stratégique que le ministère d'État en charge de la Défense nationale projette de réaliser en 2018. Le budget alloué à ce département s'élève à plus de 1526 milliards de francs guinéens contre 1792 milliards de francs guinéens en 2017. Devant cette baisse de budget, le ministre estime que son département pourrait être exposé à une situation compliquée pour faire face aux besoins urgents. Je pense qu'aujourd'hui, tous les députés sont unanimes avec le département de la Défense nationale qu'il faut prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre rapide de la loi de programmation militaire pour permettre à notre armée de bénéficier de tous les acquis de la réforme du secteur de sécurité. Dans le but de valoriser l'enseignement technique professionnel et promouvoir l'enseignement à travers l'insertion socio-professionnelle des diplômes, un budget sectoriel de plus de 206 milliards est alloué à ce département. L'accroissement du taux de qualification au sein des populations doit demeurer un enjeu politique et stratégique pour la Guinée durant les prochaines années. La modernisation de l'appareil productif exige une adaptation progressive des qualifications techniques et professionnelles aux exigences du développement socio-économique. De son côté, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile entend mettre l'accent sur le renforcement des acquis de la réforme du secteur de sécurité en 2018. On mettra toujours la formation au centre de la... Quand on sait que cette police et cette protection civile ont rompu avec la formation, donc nous ne cesserons, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, de mettre l'accent sur la réforme. 4 autres départements ministériels sont attendus pour la défense de leur budget sectoriel. Aussi dans l'actualité, c'est fait, les familles des soldats disparus à Kidal dans le Nord Mali reçoivent des indemnités, une assistance du gouvernement pour services rendus à la nation. Le point avec lui, Auguste Leroy. Béni soit le soldat, 1000 bénédictions sur le soldat guinéen des bataillons Gangan, là-bas sur le front malien de Kidal. Même si nous faisons pleuvoir un torrent de bénédictions sur le soldat guinéen, engagé à faire revenir la paix et la démocratie au Mali, même si nous baignons nos martyrs dans une mare de bénédictions, nous n'aurons pas payé assez pour leur sang. Je voudrais dire que cette indemnité octroyée par l'ONU aux familles des victimes ne saurait aucunement représenter la compensation d'une vie, mais représente pour nous une reconnaissance des mérites de ces vaillants soldats et exprime aussi notre soutien et notre profonde compassion aux familles des disparus. Depuis qu'ils sont tombés le 8 juin 2017 à Kidal, ces 4 soldats du bataillon Gangan 2, ces héros peuplent nos nuits et remplissent nos journées. Et puisqu'ils sont tombés dans le cadre de la MINUSMA, ces soldats de la paix ont reçu les honneurs de la communauté internationale, 70 000 $ reçus par chaque famille. Ces indemnités ne sauraient certes pas compenser la perte de ces êtres chers, mais elles apportent le peu qu'elles peuvent de réconfort à leurs proches au cours des cérémonies solennelles telles celle qui s'est déroulée ce jour au BQG du camp Almami Samori Touré. Je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble des organismes du système des Nations Unies pour ce geste de reconnaissance symbolique à l'égard des vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la liberté et de la paix. Le sang du martyr n'a pas de prix, mais le geste de réconfort à l'endroit de leur famille n'est jamais perdu. Béni soit le martyr dont le précieux sang féconde la gloire de la patrie.
C'est une rencontre pédagogique entre étudiants et responsables de l'Union africaine, une mission de l'institution et du NEPAD est à Kankan. Elle rencontre les jeunes de la localité pour leur parler par exemple du rôle et du fonctionnement de chacune des organisations, comme l'explique Kerno Ousmane Diallo dans ce reportage. Face aux étudiants de l'université de Kankan, des cadres du ministère du Plan et de la Coopération internationale qui décrivent les projets de l'Union africaine et rappellent l'engagement de la Guinée pour le rayonnement de l'institution dont elle est membre fondateur. Ce sont eux les spécialistes de l'organisation au sein de l'administration publique. À cette occasion, ils invitent les étudiants à s'intéresser à son évolution, à l'aimer et à prendre conscience qu'elle est la leur. Depuis un bon moment, dans les universités de Conakry, et cette année on a décidé de venir à l'université Julius Nyerere de Kankan pour pouvoir réellement divulguer le même message, pour faire connaître réellement cette institution panafricaine, cette institution africaine que nous devons sauver. Toute l'Afrique a le droit de sauver cette institution. La Guinée assure la présidence de l'Union africaine, une présidence qu'elle met à profit pour défendre les intérêts du continent dans le reste du monde et promouvoir la vision 2063 de l'UA qui met justement au cœur de ses ambitions l'emploi jeune et le développement technologique en Afrique. Ils sont largement informés et c'est un sujet d'actualité concernant les pays africains. Je suis très satisfait de cette réunion. Cette rencontre avec les populations à la base traduit une nouvelle volonté, celle de développer le sentiment d'appartenance des Guinéens aux organisations qu'ils ont contribué à créer et à faire régulièrement le point sur les acquis. Loin de Kankan à Gawal, ce sont les enjeux de l'Union du fleuve Mano qui ont été expliqués aux populations, une autre institution à laquelle appartient la Guinée. C'est officiel, la Guinée dispose de 6000 MW de puissance potentielle hydroélectrique. Les chiffres sont du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique qui veut favoriser la croissance économique du pays. Comment cela va se faire et quels sont les enjeux de ce projet? Élément de réponse dans ce reportage de Nabi Kamara. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique dispose désormais de l'atlas du potentiel hydroélectrique de la Guinée. Il recense plus de 6230 MW de puissance potentielle sur la totalité du territoire, dont plus de la moitié se retrouve dans les bassins versants des principaux cours d'eau. Tout le monde dit que la Guinée, on est regorgé de cours d'eau, mais le nombre de sites et quel site contient quel potentiel, c'est grâce à l'Atlas qu'on a ça. Toutes les informations sont là, en un clic ou deux. Tu vas comprendre que ce site peut être investi, on peut mettre de l'argent là-dessus, ça peut être important. Cet outil précieux mis au point par ICOM, un bureau d'études canadien sur financement de la Banque mondiale, permet d'identifier l'ensemble des sites potentiels basés sur des critères précis. Toutes les données sont maintenant, à partir d'aujourd'hui, publiées sur Internet et donc disponibles sous forme de cartes dynamiques et interactives à tous les gens qui veulent se connecter à Internet. On espère que ça sera le début d'une nouvelle ère pour les plateformes d'information sur les sites potentiels hydroélectriques en Guinée et que ça ouvrira la porte pour le développement et la croissance du pays. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, cet atlas devrait aider à dynamiser la mobilisation des ressources hydrauliques disponibles de la Guinée afin de favoriser la croissance économique et réduire le taux de pauvreté. Cet atlas va nous aider à avoir les financements, à mieux intéresser les investisseurs, car quand ils vont arriver maintenant, on ne va plus hésiter, on ne va plus douter, on va regarder très bien, ou bien aller sur ce site-là, vous trouverez les références. Avec les coordonnées GPS, vous pouvez, à partir de l'atlas même, zoomer spécialement sur cette partie et avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour investir dans ce site et développer le système énergétique de notre pays. Signalons que le département de l'énergie et de l'hydraulique promet de poursuivre l'inventaire du potentiel hydroélectrique dans la perspective du développement énergétique futur du pays.
Comment améliorer les rendements des agriculteurs de la Basse-Guinée? Je vous emmène à Kindia, là-bas, et vous allez le voir. Des travaux d'aménagement de bas-fonds sont en cours. Une initiative du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. L'activité va faciliter, par exemple, la maîtrise de l'eau sur 1000 hectares et permettre aux producteurs de la Basse-Guinée de cultiver en toute saison. Fodé Camara. 1000 hectares doivent être aménagés en Basse-Guinée et dans la région administrative de Farana pour améliorer la productivité. Après les étapes de Fria et de Boké, les travaux d'aménagement de 9 bas-fonds dans 5 préfectures de la région de Kindia sont lancés. Un coup de pouce pour l'économie rurale des producteurs évoluant dans ce périmètre de Komoya. Ici à Kindia, ce bas-fond, souvent inondé en saison pluvieuse, est très difficile à exploiter en contre-saison, dédié au maraîchage. Nous sommes ravis. En saison pluvieuse, notre bas-fond est inondé et en saison sèche, nous sommes confrontés au manque d'eau. Déjà, les jeunes ont défriché 11 hectares pour faciliter les travaux et prouver leur engagement à soutenir cet aménagement. Tous les contours de ce méga projet d'aménagement de 1000 hectares en Basse-Guinée sont expliqués aux bénéficiaires. Entre autres dispositions, ces familles paysannes vont pouvoir cultiver en toute saison. Des aires de battage et de séchage seront aussi aménagées pour améliorer la qualité du riz du pays. Qu'est-ce qui nous embête? C'est que notre riz n'est pas bien conditionné, n'est pas bien fait. Il y a des moisissures là-dedans, il y a tout là-dedans. Mais ça dépend depuis la récolte. Donc à la récolte, il faut faire l'aire de battage. D'importantes ressources en eau font de la Guinée le château d'eau de l'Afrique occidentale. Le pays dispose de près de 700 000 hectares de bas-fonds aménageables. Une politique de valorisation durable de ce potentiel est susceptible d'améliorer les revenus des producteurs et lutter contre la pénibilité et la pauvreté en milieu rural. Je vous l'annonçais en titre, bientôt un parc national pour les primates. Un arrêté est déjà signé et les responsables du ministère de l'Environnement échangent avec des partenaires sur ce projet qui concerne le Moyen Bafing, une zone qui abrite la plus grande population de chimpanzés dans la sous-région ouest africaine. Témoignage en images dans ce reportage d'Ousmane Ba. Le gouvernement guinéen s'active dans la protection de nos écosystèmes en général et des chimpanzés en particulier. Le 28 septembre dernier, un arrêté a été signé pour la création du parc national du Moyen Bafing, zone qui abrite des primates. Les acteurs échangent sur l'harmonisation de l'arrêté avec l'accord cadre international de Wild Chimpanzee Foundation. Le but est de faire valider le projet par un décret présidentiel. Notre pays s'est engagé à couvrir 25% de son territoire national en aire protégée avant 2020. Donc la création du parc national du Moyen Bafing s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un système national d'aires protégées représentatif de l'ensemble des grands groupes d'écosystèmes de notre pays. Pour mener à bien les travaux, il sera mis en place une gestion concertée entre l'Office guinéen des parcs et réserves et la Wild Chimpanzee Foundation. Avec l'OGIPAR, nous travaillons à créer un parc national dans le Moyen Bafing où il y a la plus grande population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest qui vit encore. Donc je pense que nous avons une situation unique pour la Guinée où on peut faire quelque chose de positif pour l'environnement qui va en même temps profiter aux populations riveraines. Donc c'est pour ça qu'on est en train de lancer un grand projet où on veut essayer de régénérer les fonctions naturelles, les fonctions des rivières, les fonctions de pluviométrie aussi, de façon à pouvoir protéger la faune et améliorer les conditions de vie des populations dans la région. Pour atteindre ces objectifs, la Guinée compte sur un appui financier de la SFI, Société financière internationale, des sociétés minières Guinée Alumina Corporation et la Compagnie des bauxites de Guinée. Les conditions de traitement et de conservation des corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine s'améliorent. La fondation KPC pour l'humanité s'investit dans ce cadre. Vous allez le voir, elle vient de rénover entièrement les locaux de la morgue, réaliser un hangar de plus de 200 places. À travers son programme d'assistance, l'unité est remise aux responsables de l'hôpital, comme le montre ce reportage de Sori de Kira. C'est une morgue rénovée répondant aux standards de l'heure. Avec un hangar de près de 200 places,
12 chambres froides pour un total de 18 places. Les unités sont officiellement remises aux responsables de l'hôpital national Ignace Dine. Une initiative de la Fondation KPC pour l'humanitaire qui contribue à l'amélioration des conditions de traitement et de conservation des corps dans cet hôpital. Aujourd'hui, on est dans le cadre social et humanitaire. Les 6 chambres froides, effectivement, vont contribuer au maintien de la dignité humaine. La rénovation de l'hôpital permet aux médecins et aux défunts qui passeront par là de rester, n'est-ce pas, dans une sainteté jusqu'à arriver chez le Tout-Puissant. En raison des travaux de rénovation de l'hôpital Donka, le taux de fréquentation de l'hôpital Ignace Dine s'est vu accroître considérablement ces derniers mois. L'hôpital enregistre en moyenne entre 5 et 6 décès par jour. La prise en charge des corps s'améliore progressivement. Nos chambres froides étaient toutes en panne et dès que j'ai lancé la sonnette d'alarme, KPC est venu tout de suite en renfort pour l'hôpital nationalisé. Et vous avez vu, hier on n'avait que 10 casiers de chambres froides. Aujourd'hui nous avons 18 casiers. Nous rassurons KPC et la Fondation KPC pour l'humanitaire d'utiliser pour les bonnes fins toutes ces donations. Ce don de la Fondation KPC pour l'humanitaire à l'hôpital Ignace Dine est perçu comme le plus important depuis la construction de l'hôpital en 1902. Pour sa pérennisation, la structure mise sur un mécanisme de gestion fiable. Ces chambres seront gérées au quotidien par des spécialistes qui sont là, qui sont bien rodés en la matière. Et ce qui va nous permettre surtout de garder en cas de catastrophe, parce que souvent vous avez vu l'accident de Tombo récemment, où on a plusieurs corps à la fois qui sont carbonisés. Donc tous ces problèmes ou ces aspects médico-légaux seront maintenant suffisamment bien gérés au niveau de la morgue de l'hôpital Ignace Dine. À peine remis, le hangar abrite déjà des cérémonies funèbres dignes de nom et les chambres froides reçoivent les premiers corps. On termine avec ce concept qui se développe en Guinée, le marché de Noël. C'est le 4e depuis son lancement à Conakry. Et cette année, les initiateurs mettent en valeur les produits locaux. Une nouveauté qui séduit et le marché de Noël prend ses quartiers jusqu'en fin d'année. Marie-Angélique Bangora. Les jours raccourcissent, la ville présente une atmosphère festive et on sent bien Noël approcher. Depuis 4 ans, chaque année pour les fêtes de fin d'année, cette salle est aménagée aux allures d'un village de Noël où sont étalés des articles divers et des produits locaux made in Guinée. Les clients sont émerveillés. J'encontre très positif, que c'est un marché très coloré, un marché où nous pouvons acheter les produits locaux de la Guinée. Il n'y a pas beaucoup de produits de l'étranger. Donc il y a beaucoup de produits naturels que j'aime beaucoup. Ici, en plus des produits de consommation, les articles de beauté occupent une place privilégiée dans les rayons. Pour le bien-être du corps et pour le traitement du visage et des cheveux, certaines femmes préfèrent le naturel. C'est la tendance chez les dames. Acheter un savon exfoliant à base de citron et de pépins de fraise, elle m'a dit. Et c'est des produits naturels et puis un peu d'huile, c'est pour le visage. Et c'est bon de savoir ce qu'on met sur notre corps. Donc puisque c'est des produits naturels, ça m'intéresse. De promouvoir l'artisanat guinéen et de promouvoir les nouvelles technologies. L'artisanat guinéen parce que c'est un secteur qui peut être le premier employeur en Guinée et surtout que quand on connaît par exemple les spécificités de la population guinéenne, on a à peu près 65% de personnes qui sont analphabètes. L'artisanat permet en fait d'acquérir des compétences sans être lettré. Ici, les enfants ne sont pas oubliés. Dans ce marché de Noël, c'est déjà la fête pour les tout-petits. L'occasion pour les plus grands de discuter de tout. L'entrepreneuriat chez les jeunes reste le sujet le plus partagé. En bref, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid ont parfaitement fêté le 5e ballon d'or de la star portugaise cet après-midi au stade Santiago Bernabéu. 5-0 contre FC Séville, les Madrilènes ont explosé les Andalous et Ronaldo s'est réjoui avec un doublé. 3e au classement, le Real revient progressivement, provisoirement à hauteur du Valence et à 5 points du FC Barcelone.
qui joue demain contre Villarreal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Mohamed Aïcha Silla, au réalisateur Tawel Kamara, Abdoulaziz Baldé et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Fria, Koundara et Beila. Bon week-end et restez fidèles à la télévision nationale.